Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes avec l'émission Business Trend, je suis Lyubo Guetov. Et en ce jour tout à fait spécial, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon invité Ivan Armianov, représentant de la deuxième génération et propriétaire de l'une des entreprises familiales leaders dans la production d'installations HVAC, c'est-à-dire des systèmes complexes de ventilation et de climatisation Donc avec lui, nous allons parler de la mesure dans laquelle il est, à quel point l'air est important, quel air nous respirons dans les espaces de bureaux, dans les écoles, dans les jardins d'enfants et même à la maison, en fin de compte. Nous allons également discuter du transfert de leadership entre des générations au sein des entreprises. Vous savez, c'est un sujet que j'apprécie énormément et j'ose affirmer que pour moi, c'est un thème central pour le succès de l'économie bulgare dans les prochaines années. Ivan, bonjour. Nous nous connaissons grâce à ma participation à l'Association des entreprises familiales. Vous êtes membre de cette entreprise exceptionnelle, une organisation prestigieuse. Du moins, pas seulement selon moi, mais en général. Pourrais-tu raconter brièvement l'histoire de votre entreprise, car elle est longue et vraiment impressionnante. Bonjour, tout d'abord merci de m'avoir invité à participer avec toi. C'est un réel plaisir pour moi. En quelques mots, je vais commencer et prendre un peu de recul. Immédiatement après la libération de la Bulgarie, l'un de mes arrière-grands-pères a fondé la première banque privée bulgare, la banque Gerdap à Roussé. Un autre de mes arrière-grands-pères a créé l'usine de production de soude à Roussé, Sainte-Petka. Et au fil des générations, il y a toujours eu chez nous ce désir de créer. Mon grand-père, que Dieu ait son âme, avant la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 30, fonde la première entreprise Tangra en Bulgarie et commence à s'occuper de travail des métaux et d'activités commerciales. Évidemment, le 9 septembre 1944, la petite usine qu'il possédait à Sofia a été nationalisée. À l'époque, elle se trouvait à la périphérie de Sofia. Aujourd'hui, c'est dans le quartier Servica, qui n'est plus vraiment la périphérie de Sofia. Son usine a été nationalisée et il est rentré chez lui uniquement avec son manteau et son chapeau, ce dont il était heureux. Quand même, Rentré chez lui, oui, il est tout de même rentré chez lui. Son frère faisait partie des officiers royaux. Il a averti de l'imminence du bombardement américano-britannique sur Sofia et a sauvé pas mal de gens à Sofia. Il a relancé l'entreprise en 1989 et celle-ci se consacre depuis 35 ans à la production et à l'ingénierie de systèmes de ventilation et de climatisation. donc vous les concevez et les fabriquez. Oui, Combien de personnes travaillent actuellement dans une telle entreprise nous sommes actuellement 104 personnes et nous avons différents départements. Et nous avons aussi un département R&D pour le développement d'équipements, un bureau d'études qui gère la gestion de projets pour différents projets, une production, un service de montage et bien sûr un service commercial qui s'occupe de la partie commerciale. Je vois. D'une certaine manière, avant le Covid, personne ne faisait attention à ce que nous respirions. La plupart des gens pensent à ce qu'ils mangent, à manger de la nourriture de qualité, sans conservateur, sans OGM, etc. Ensuite, peut-être en deuxième position, il y a ce que nous buvons, en fait, quelle eau nous buvons, ce qui est un sujet extrêmement important pour moi et fait aussi partie des thèmes que je développe. Mais en ce qui concerne l'air, quel air nous respirons, peut-être qu'après, évidemment, vous êtes d'origine de Rousset, après les cases à Rousset, à la fin des années 80, qui ont en fait donné naissance à ce mouvement Éco-Glasnost, qui a réellement commencé à Rousset à cause des problèmes d'air de l'époque. Oui, en fait, ma famille est de là-bas. Depuis 1920 et quelques, ils sont à Sofia. La banque Kerdap a accordé un prêt à l'État pendant la Première Guerre mondiale. Évidemment, l'État a fait faillite, il ne l'a pas remboursé. C'est pourquoi ma famille a aussi déménagé à Sofia. Mais ce que nous respirons, en fait, tu as aussi commencé à en parler.
On peut survivre 3 jours sans nourriture, sans eau, mais quand il s'agit d'air, on peut tenir jusqu'à 3 minutes sans respirer. Il y a quelques personnes dans le monde qui prétendent pouvoir tenir plus longtemps, mais normalement, les gens peuvent tenir au maximum 3 minutes sans air. Et l'air est extrêmement important. Si l'on y réfléchit, nous vivons en Europe, un continent qui est peut-être l'un des plus industrialisés. Et selon que l'on vive en Europe du Sud ou du Nord, nous passons entre 70 et 80% de notre temps dans des espaces fermés. À la maison, à l'école, à la maternelle, au travail, au bureau, dans une administration, dans la voiture. Nous sommes dans des espaces fermés et l'air que nous respirons est extrêmement important. Il y a en Afrique des régions où les gens passent 20 à 30% de leur temps dans des espaces clos. Nous n'avons pas la chance de vivre là-bas. Mais de toute façon, nous vivons en Europe. En Europe, il y a 2 ans, une étude de l'Organisation mondiale de la santé a révélé que 98% des Européens respirent un air fortement pollué. Nous vivons principalement dans des villes. Environ 500 000 personnes meurent chaque année des maladies respiratoires en Europe, selon l'OMS, rien qu'à cause du fait que nous respirons un air pollué. Que ce soit à cause de l'industrie, des voitures ou du mode de chauffage, ce sont différentes raisons. Il existe des moyens de... Où se situe la Bulgarie dans cette statistique? Avez-vous une idée? Il existe une carte interactive, à la fois sur le site de l'OMS et sur celui du journal The Guardian, qui ont investi dans cette étude de l'OMS. Au final, on peut le voir. Nous ne sommes pas dans la meilleure partie de l'Europe, pour être honnête. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le sud de l'Italie se trouve dans une meilleure situation que nous. Le climat ainsi que d'autres facteurs expliquent cela. Ils bénéficient d'un meilleur microclimat que nous. Après tout, ils sont au bord de la mer. Sofia et la Bulgarie en général, si l'on considère la géographie, nous sommes un peu comme dans une cuvette, n'est-ce pas? Et Sofia est... Plovdiv. L'année dernière, lors d'une tournée à travers le pays, nous avons présenté cette carte interactive et, pour chaque ville, nous avons pris une capture d'écran distincte. La seule ville qui ne se trouvait pas dans la zone la plus polluée était Varna, mais en revanche, Devnya, qui est extrêmement proche, était dans la zone la plus polluée. Varna était dans l'avant-dernière zone. Toutes les autres villes de Bulgarie étaient dans la zone la plus polluée possible. Sofia, Plovdiv, Burgas, Pleven et Roussé aussi. Chaque ville. Malheureusement, c'est notre climat, c'est notre industrie, ce sont les facteurs. L'avantage, c'est que nous passons une grande partie de notre temps dans des espaces fermés. C'est aussi une bonne chose. Et nous pouvons lutter. Au premier, Regarde, les gens disent, sois dehors. être dehors, c'est bien parce que tu peux prendre de la vitamine D, respirer de l'air pur si tu es à la montagne. Cependant, si tu es en ville, en fait, il vaut mieux être dans un espace fermé du point de vue de la qualité de l'air. Selon, De la qualité de l'air, je veux dire, il est prouvé qu'il vaut mieux être à l'intérieur. Et pas seulement cela, ces derniers jours, comme nous sommes en saison hivernale, il y a eu de la pollution de l'air à Sofia. La municipalité de Sofia a conseillé aux jardins d'enfants de ne pas sortir les enfants dans les cours, de les laisser à l'intérieur. Bien qu'il y ait aussi une saison de grippe en ce moment, il y a des raisons précises à cela. Il existe des systèmes qui aèrent les pièces et filtrent l'air. De cette manière, ils peuvent également réduire la propagation des virus dans les salles. Ils peuvent ajouter dans la pièce de l'air frais, pur, filtré. De plus, les systèmes que nous fabriquons aident aussi à réduire les coûts énergétiques en moyenne, au moins 30%. après le Covid, en fait, la question de l'air, de la circulation de l'air dans les espaces fermés est devenue très actuelle. Et maintenant, nous avons tendance à oublier ce sujet, car nous ne voulons même pas nous rappeler qu'il y a eu le Covid, comme on dit, mais malheureusement, il y a encore des gens qui tombent malades en ce moment. Des centaines de personnes tombent malades chaque jour de certains variants du Covid. Dans quelle mesure l'attitude envers votre entreprise en tant que solution, comme l'importance a-t-elle changé après le Covid? Puisque vous avez mentionné plusieurs fois le Covid, cela m'a rappelé une étude réalisée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Ils avaient mené une enquête. Ce qui se passe dans une salle de classe,
si l'enseignant qui entre est le patient zéro. Qu'il s'agisse du Covid, de la grippe A, B ou d'une autre maladie respiratoire, il s'avère finalement au fil des années qu'elles se propagent toutes de la même manière. En Amérique, il y a eu une étude dans une chorale gospel dans une église. À 8 mètres, 16 heures après l'endroit où ils avaient chanté, ils ont trouvé un virus actif. Mais le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies avait également mené une étude dans le nord de l'Italie, là où la situation était particulièrement grave. Un enseignant entre en tant que patient zéro. S'il ne porte pas de masque, après 2 heures, 80% des enfants seraient tombés malades. S'il porte des masques, seulement la moitié de ses enfants. S'il y a de l'aération et qu'il porte des masques, un seul enfant dans toute la classe, celui qui est juste devant l'enseignant, tombera malade. Tous les autres seront épargnés. Et à l'échelle mondiale, ainsi qu'au niveau européen, ces systèmes ont été extrêmement bien évalués. À la fin de l'année 2020, la chancelière allemande de l'époque, Angela Merkel, lors d'une interview à la télévision allemande, sur la télévision nationale, elle a déclaré « La ventilation est peut-être la méthode la plus simple et la plus efficace qui nous aidera à lutter contre le virus. » Et alors, le gouvernement a voté plus de 500 millions d'euros pour des systèmes de ventilation dans les écoles, les jardins d'enfants, les hôpitaux ainsi que dans les musées et les théâtres. Extrêmement raisonnable. Immédiatement après, les Pays-Bas ont investi 367 millions d'euros dans le plan de relance pour le développement de la Tchéquie, de la Hongrie, de... Ensuite, la Pologne a également investi de l'argent dans de tels systèmes de ventilation pour les écoles, les jardins d'enfants et les hôpitaux. Depuis l'année dernière, il existe aussi de tels programmes en Roumanie. Et honnêtement, je pense que les gens en Occident ont très bien compris le principe et pourquoi cela aide. En Bulgarie, malheureusement, je ne pense pas qu'on comprenne encore pourquoi il faut faire cela. C'est-à-dire, Les gens sur les pavés jaunes en sont encore loin. je ne veux pas la préciser ainsi, car j'évite toujours de parler de la situation politique en Bulgarie, mais je vais donner un exemple très simple. Il y a des installations que nous avons construites, comme celles pour l'aération, la ventilation, la filtration et la récupération d'énergie, des systèmes énergétiques et de ventilation au Conseil des ministres, à la présidence et à l'Assemblée nationale. Mais si je dois parler de nos dirigeants, peu importe qui ils ont été au cours des 35 dernières années, depuis que j'ai atteint l'âge de raison, je peux dire qu'aucun d'entre eux ne s'est intéressé à le faire. Par exemple, pour les hôpitaux, car pour moi c'est un sujet sensible. Je parle des hôpitaux publics ou des écoles et des jardins d'enfants. Nous avons fait beaucoup de présentations, nous avons organisé des formations, il y a eu des programmes dans le cadre du mécanisme financier norvégien, et finalement cela viendra aussi ici, mais il s'agit d'une question de temps avant que tout le monde dans la chaîne ne soit éclairé. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas de personne pour le faire. Imi, lors de notre conversation préalable, tu as mentionné qu'en Tchéquie, cela se fait, en Roumanie aussi. C'est ça, une partie de vos exportations concerne justement des systèmes de ventilation pour les écoles en Tchéquie et en Roumanie, n'est-ce pas? Oui. Selon le plan de développement régional, l'année dernière, nous avons réalisé 28 écoles. Cela fait quelques années, peut-être 2 ou 3 ans. En Tchéquie, nous n'avions pas de projet, car ils sont soumis à des marchés publics, bien entendu. Et cette année, c'est-à-dire déjà l'année dernière, en mai 2024, nous avons soumis une offre pour certaines écoles, je crois 14. Et le 23 décembre, nos partenaires nous ont appelés et ont dit « Mais c'est une bonne nouvelle, excusez-nous, nous avons pris du retard car nous avions des élections locales. Nous avons remporté le projet, il sera mis en œuvre l'année prochaine. » Autrement dit, au final, nos voisins ont de tels programmes, alors que dans le programme bulgare de relance et de développement, y en a-t-il? Est-ce prévu? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un tel programme. D'accord, une école. Comment gère-t-elle la ventilation? Je vais te raconter ce que nous avons fait la première fois en Tchéquie. C'était en 2018 et ils font partie du bloc de l'Est, tout comme nous, à Pilsen, dans une école pilote. Pilsen n'est pas une très grande ville, environ 400 000 habitants. Je crois que c'était ça. Mais elle est surtout connue pour sa bière.
Tout le monde, en entendant Pilsen, pense à la bière, à rien d'autre. C'est un endroit vraiment agréable, une école d'angle. Deux bâtiments, comme presque toutes les écoles bulgares. L'un des bâtiments est en cours de rénovation thermique. Cela signifie l'isolation, le remplacement des installations de chauffage électrique, l'installation de capteurs pour la qualité de l'air et le changement des fenêtres. Dans l'autre bâtiment, on fait exactement la même chose, mais on y installe aussi des équipements de ventilation. Et qu'est-ce qu'ils constatent? Au cours de la première année scolaire, les factures de chauffage, puisque les installations de chauffage sont séparées avec deux compteurs de chaleur, dans le bâtiment où il y a des installations de ventilation, les factures sont de 28,7%, soit près de 29% plus basses. C'est le premier point. Le deuxième point, qui est important, ils le retiennent. Le deuxième point concerne la qualité de l'air. Là où il n'y a que des capteurs pour la qualité de l'air, la température et l'air les paramètres sont extrêmement mauvais. Plus de 1200 parties par million de dioxyde de carbone, c'est-à-dire des particules par million de CO2, et la température pendant une partie du temps, la température dépasse la norme, ce qui fait que les enfants ont envie de dormir. Pendant la récréation, ils ouvrent les fenêtres et de l'air à moins 12 degrés entre qu'ils doivent ensuite réchauffer. Dans l'autre bâtiment, ils n'ouvrent pas les fenêtres car il y a une ventilation constante avec récupération d'énergie. L'air est constamment entre 400 et 450 parties par million, dioxyde de carbone. Les enfants ne dorment pas assez et la température est constante, ce qui les rend plus concentrés et leur permet d'apprendre davantage que les enfants de l'autre bâtiment. En Bulgarie, en gros, une fois que c'est fait, tout change jusqu'à la lettre. C'est l'événement le plus fréquent. Et de cette façon, on pense que l'on résout le problème de la perte de chaleur. Je me suis peut-être exprimé de façon un peu simpliste. Mais en réalité, on croyait massivement que la chaleur s'échappait presque uniquement par les fenêtres, et qu'en installant des fenêtres en PVC, tout serait réglé. C'est une tendance qui a commencé à la fin des années 70, après la crise énergétique de 1973. Partout dans le monde, les gens ont décidé qu'ils devaient réduire leurs factures de chauffage, car il existe des dizaines d'études qui montrent que les systèmes CVC consomment environ 40 à 55% de l'énergie d'un bâtiment, ce qui a conduit à l'isolation des bâtiments. Les collègues qui travaillent dans l'isolation et la menuiserie s'en sortent extrêmement bien. Les bâtiments sont devenus formidables, résistants à la chaleur, thermiquement stables et ne laissent pas s'échapper la chaleur. Nous les avons transformés en thermos. Oui, le café sera encore bon après 9 heures dans un thermos, mais nous devons respirer dans un thermos après 9 heures. Pas du tout. On ne s'y sentira pas bien. C'est pour cette raison qu'il a été établi qu'il doit y avoir des systèmes de ventilation mécanique. Et il est très important que les gens comprennent cela, car nous passons notre vie dans ces espaces. Et les systèmes de ventilation, en plus de pouvoir introduire de l'air frais et filtré, peuvent aussi nous permettre d'économiser sur nos dépenses énergétiques. C'est pourquoi il est peut-être important que chacun, à chaque maillon de la chaîne, commence à expliquer cela afin que tout le monde comprenne et sache pourquoi il faut investir cet argent. Très souvent, d'après ce que je comprends, nous avons un climatiseur classique, presque de type domestique, qui est installé dans la salle de classe. Les systèmes domestiques sont conçus pour des usages un peu différents. Oui, ils peuvent aussi fonctionner dans une salle de classe, mais ils ne font que chauffer ou refroidir et font simplement circuler l'air intérieur. Il y a 2 ans, nous avons fait la connaissance d'une fondation en Bulgarie. Tu sais quoi? Elle s'appelle Dishacht, Respirant. Ils avaient fait don d'un certain nombre de capteurs de qualité de l'air à des écoles dans différentes régions de Bulgarie. Ils ont été extrêmement intrigués par une école en particulier, qu'ont-ils mesuré? En classe, après la 2e heure de cours, j'avais mesuré la distance, 5000 parties par million. Dioxyde de carbone. Selon les normes sanitaires, dans une seule installation de production, on atteint 2000 parties par million. Le responsable de la production est tenu de faire sortir le personnel à l'extérieur pendant 20 minutes et d'aérer tout le bâtiment. Les enfants étudiaient dans une pollution 2 fois plus élevée, voire plus du double. Pourquoi cela se produit-il? Les écoles en Bulgarie ainsi que les jardins d'enfants et les hôpitaux. Nous changeons jusqu'au gramme, nous mettons de l'isolation et nous disons « nous l'avons rénové ». Non, nous ne l'avons pas rénové.
les règles de la rénovation. Il faut aussi remplacer les installations. Il faut nettoyer le plancher en dessous. Il n'a jamais été enlevé pour nettoyer sous le plancher. En dessous, il y a de la moisissure et bien d'autres choses encore dans cette école où ces paramètres ont été mesurés. Et il faut poncer ce plancher. La plupart des planches ont déjà été remplacées. Ce ne sont plus des tableaux à craie comme à l'époque où nous étions élèves, mais malgré cela, il est possible de chercher des solutions pour remplacer aussi les tableaux à craie là où ils n'ont pas encore été changés. Il y a de nombreuses choses de ce genre. En fait, le principal problème, c'est que le même air circule en permanence. Cet air s'enrichit en dioxyde de carbone, les enfants s'endorment, ils n'arrivent pas à apprendre ni à se concentrer suffisamment. Et ensuite, on dit que ces gamins ne valent vraiment rien. Et nous ne leur offrons même pas un environnement d'apprentissage élémentaire. C'est très simple. En plus de ce dont nous avons parlé, à savoir que l'État va réduire de 30% les dépenses de chauffage. Nous rendrons nos enfants plus résistants. Ils auront de l'air pur, cela leur donnera la possibilité d'être moins souvent malades. Les enseignants aussi seront moins souvent malades et les parents prendront moins de congés maladie pour s'occuper de leurs enfants malades. Nous réduirons les dépenses que nous avons dans le système de santé en tant qu'État. Nous augmenterons notre quota que nous pouvons échanger pour le dioxyde de carbone, car nous réduirons l'empreinte carbone des bâtiments. Et une étude danoise d'il y a une quinzaine d'années montre que les Danois ont décidé que les exercices de mathématiques sont les plus faciles à évaluer. Et dans 2 salles, l'une équipée d'un système de ventilation et l'autre sans, ils font entrer 20 enfants. La différence est de 14% d'efficacité en plus, c'est-à-dire résolution plus rapide et avec moins d'erreurs des exercices de mathématiques dans la salle ventilée par rapport à l'autre salle sans ventilation. Donc même que nous avons aussi de meilleurs résultats, et tout de même ces enfants ne sont pas en dernière position. Arjen Slop, le ministre néerlandais de l'Éducation, avait même calculé que ces enfants, dans 10 ans, entreront sur le marché du travail du pays. Et comme ils seront plus instruits, le produit intérieur brut de leur pays sera plus élevé. Et tout cela, juste grâce à l'air, uniquement grâce à l'air que nous respirons. En plus de tout cela, nous avons fait des calculs pour une salle de classe pour voir combien cela coûte. Cela revient à environ 30 stotanki par enfant et par jour d'école. C'est-à-dire, si nous avons, je ne suis pas fumeur, mais c'est comme une cigarette par jour, par exemple. Si nous avons 30 enfants dans la salle de classe, on calcule pour 25, mais parce que, pas dans toutes. Autrefois, il y avait 30 enfants par classe. Cela fait 7-8 jusqu'à 10 levas par jour. C'est la classe, c'est-à-dire nous sacrifions une partie de la santé de nos enfants pour environ 30 stotanki par jour. Avec l'université technique, il y a déjà plus de 10 ans, nous avons mené une étude qui, selon les prix de l'énergie de l'époque, montrait qu'un tel équipement s'amortit en 2,6 ans, c'est ce qu'ils avaient calculé. Je dis entre 2 et 3 ans, mais on compte 3 ans pour faciliter le calcul. L'amortissement se fait grâce à la réduction des factures de chauffage. De plus, pendant la saison estivale, il remplit la même fonction. Mais uniquement pour le chauffage, car la plupart de nos établissements publics n'ont qu'un système de chauffage. Un autre point important concerne les bâtiments publics. Les salles de concert, les musées, comme cela a été mentionné, les théâtres. Les bâtiments publics sont un facteur tout aussi intéressant, car une grande partie d'entre eux n'ont pas été rénovés depuis leur construction. Je prends l'exemple d'une école car j'ai rencontré de nombreux directeurs lors de présentations que nous avons faites pour sensibiliser. L'école numéro 31 à Sofia a une installation électrique datant de sa construction dans les années 50. Mais la maternité, elle non plus n'a pas été rénovée au niveau de l'installation depuis sa création, et c'est l'un des grands hôpitaux de Sofia. Cela fait près de 40 ans, voire plus. Je n'en ai aucun souvenir. Moi non plus. Je suis aussi entré là-bas pour une belle raison, c'est là que mes 2 filles sont nées. Et je peux te dire qu'il y a des choses très faciles à faire pour que ces gens travaillent dans un environnement adapté. Parce qu'au minimum, si un patient malade entre, il risque d'infecter les médecins. Ces médecins ne peuvent pas rester en bonne santé et continuer à travailler.
Nous sommes tous perdants à cause de l'air. Nous continuerons après la publicité. Chers téléspectateurs, aujourd'hui notre invité est Ivan Armianov, propriétaire de deuxième génération de l'une des principales entreprises de fabrication d'installations de ventilation. Ivan, ce que tu viens de nous raconter m'a au minimum énormément fait réfléchir et, il faut bien l'avouer en toute honnêteté, profondément indigné. Mais j'espère sincèrement qu'après cette conversation profonde, et pas seulement la nôtre d'ailleurs, peu à peu, l'attitude collective envers la qualité de l'air que nous respirons tous, nous ainsi que nos propres enfants, va finir par changer radicalement. Parce que chaque citoyen peut réellement contribuer à résoudre ce problème majeur directement chez soi. Il est certain que les restaurateurs et les hôteliers trouvent d'une manière ou d'une autre une solution chez eux. Mais en réalité, dans une école, une crèche ou un jardin d'enfants, on compte sur les institutions concernées pour, comme ils aiment à le dire, les journalistes, que l'État fasse son travail. Ça m'a toujours fait rire quand ils disent ça, mais en réalité, les personnes qui ont des responsabilités envers la société, en raison de leur position dans l'administration publique, devraient réfléchir à ce que nos enfants et les leurs respirent chaque jour, là où ils passent sûrement 6, 7 ou 8 heures. C'est là que se déroule leur journée de travail. Oui. Sachant que vous êtes une entreprise depuis déjà 30 et combien d'années? 35 ans, certainement. Depuis combien de temps es-tu dans l'entreprise? Eh bien, ça dépend de ce que tu veux dire, parce que officiellement, j'y suis depuis l'âge de 14-15 ans, pas officiellement. Enfant, je plaisantais en disant qu'elle était mon petit frère, car elle était toujours à la maison. Après l'école, j'allais au bureau. Nous discutions toujours des problèmes professionnels avec mes parents. Vous avez donc grandi là-bas? J'ai grandi avec elle ou elle avec moi. Y a-t-il des employés qui se souviennent de vous grâce à ce farfalac? Pas un peu. Pas un peu? Je suis heureux parce que l'équipe, notre équipe, mes collègues et une grande partie de nous travaillons ensemble depuis plus de 20 ans et certains de nos collègues ont un contrat de travail avec nous depuis plus de 32 ou 33 ans. C'est-à-dire quasiment la création de l'entreprise. Oui. Et dans différents départements, aussi bien en production qu'à l'administration, nous avons des collègues que nous connaissons depuis extrêmement longtemps. Des gens de la production? Oui, oui. Et nous avons des collègues dont les enfants travaillent déjà chez nous. Est-ce qu'ils travaillent dans le même département que leurs parents ou dans un département voisin? Donc votre entreprise actuelle est une structure de type purement familial, parce que tous les membres de votre propre famille, ma mère... Et mon père sont des associés à parts égales. Oui, Oui. Si tout va bien, la deuxième génération, représentée par toi, vous êtes les héritiers. Vous laissez cette trace. Même les employés invitent leurs enfants à venir travailler chez vous. Il n'y a pas de meilleure attestation que cela, c'est tout dire. Du moins, c'est ainsi que je le vois et que je le ressens. merci à toi. Je suis heureux, car nous sommes une équipe qui, en un sens, est une famille. Tout comme nous sommes 3 dans l'entreprise et dans la production, nous avons des collègues dont la femme et le mari travaillent aussi ici. Et l'enfant travaille avec eux, bien sûr, que ce soit à des postes différents ou non, cela n'a pas d'importance. Mais l'essentiel est qu'il existe une opportunité de progresser ensemble et nous souhaitons vraiment qu'ils se sentent bien et en paix, tout comme nous. Ils ont en réalité mis en jeu l'intégralité de leur budget familial. Entre vos mains. Il s'avère donc que nous ne sommes pas les seuls, car le nôtre est là aussi. Ce qui est à vous est à vous. Oui, Un employé dit généralement « le patron ne t'en fait pas pour lui, il s'en est bien sorti ». Ce qui n'est pas toujours vrai, bien sûr, mais c'est généralement la façon classique de penser des employés dans l'entreprise. Mais à travers ces thèses,